technique également, l'inscrire en bas à gauche. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du mois d'octobre de la série Vivre au quotidien présentée par Parkinson Québec. Je me présente, je m'appelle Claudine Naël, je vais être votre modératrice pour l'événement. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le webinaire va tenter de répondre à la question « Comment maintenir son autonomie et se préparer à une diminution de celle-ci si le cas se présente ?» Donc, je vais vous présenter tout d'abord notre conférencier, M. Pascal Girard. Donc, Pascal Girard est un travailleur social à la clinique des troubles du mouvement du CUSUM depuis septembre 2016. Dans cette équipe multidisciplinaire traitante, en grande majorité des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, son rôle est d'offrir un support psychologique et d'accompagnement pour les patients à tous les stades de la maladie, du diagnostic au stade avancé. Il travaille pour le CUSUM depuis 2014 et a auparavant travaillé, entre autres, en oncologie et en orthopédie traumatologique. Avant de lui céder la parole, comme je l'indiquais tout à l'heure, si vous avez des questions par rapport au son, par rapport à l'image, uniquement me l'inscrire en bas à gauche et je vais lui répondre immédiatement. Si vous avez des questions pendant la présentation par rapport au sujet, donc par rapport à ce que M. Girard va dire, n'hésitez pas à les inscrire en bas à gauche. Ça va nous permettre de les poser plus tard à M. Girard afin de répondre à tous vos petits questionnements que vous pouvez avoir par rapport au sujet. Donc, je vais maintenant céder la parole à M. Girard et je vous souhaite une bonne présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Premièrement, vous devez me voir en tout petit. Donc, si j'ai quelque chose dans mes lunettes, peut-être vous pouvez me le dire dans les questions. Peut-être vous pouvez me le dire, puis Claudie va me le dire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler de l'autonomie, favoriser son maintien et se préparer à sa diminution. Premièrement, je veux juste remercier, j'ai préparé cette présentation-là en pensant vraiment par expérience avec les patients de la clinique des troubles du mouvement CESM avec qui je travaille, de qui j'apprends beaucoup depuis que je suis là. Et c'est en regardant les bons exemples, en notant les moins bons, les meilleurs coups, que j'ai un peu préparé ça. OK, on va commencer. Bon, ça c'est un dessin, j'ai fait rapidement, mais c'est une image, comme vous voyez, c'est pas les fleurs, c'est le tiroir qu'il faut noter. Ça, c'est une image qu'une patiente m'avait donnée il y a déjà quelques années avant, qui me disait comme pour parler des sujets désagréables, ben, on ouvre le tiroir, on parle du sujet, et ensuite on le referme, puis on retourne dans notre vie de tous les jours. En fait, on peut passer à autre chose. Donc, c'est ça, l'autonomie, la perte d'autonomie, toutes ces questions-là. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas les sujets les plus agréables. Puis je vous donne en fait cette image-là pour si par la suite vous en parlez avec votre famille, si vous êtes je sais pas si vous êtes des gens qui sont atteints du Parkinson ou des conjoints ou des membres de la famille, en fait, vous pouvez prendre l'image du tiroir qui est toujours une bonne chose pour parler, on va parler de la mort par exemple, ou des choses comme ça, on ouvre le tiroir, on parle du sujet, on referme, puis on passe à autre chose. C'est une belle image que j'avais notée. Bon, avant de commencer, je vais qu'on rentre dans le sujet, je vais faire une introduction. Vous allez voir, c'est peut-être un peu, ça semble étrange, mais vous allez mieux comprendre par la suite. Donc, je vais vous présenter 3 modèles de soins et services de santé, en fait, là, qui sont inspirés de la présentation Le virage patient partenaire, un dialogue pour faire équipe par Vincent Dumais et Sylvie Lafrenière. Vous allez voir la présentation plus tard si vous voulez voir la vidéo complète, et vous allez comprendre. Donc, on a, disons, 3 systèmes de santé, en fait. L'approche paternaliste, qui appelle, en fait, vous voyez ici, il y a des petits bonhommes en haut de toutes les couleurs, qui sont, disons, l'équipe à l'hôpital, médecins spécialistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, on peut me mettre là-dedans aussi, travailleurs sociaux, qui font le plan ensemble. Et le petit bonhomme bleu, en fait, c'est le patient ou la patiente et sa famille, en fait. Donc, la communication est seulement dans un sens. Donc, c'est comme, par exemple, si je sais pas, on va prendre un exemple, on se casse un poignet, on va à l'urgence, le médecin regarde ça, il nous fait un plat, on part à la maison, mais en fait, il n'y a pas... C'est comme tout va du médecin vers le bas, donc c'est de la hiérarchie. Pour des petits bobos, ça va, mais quand c'est plus complexe, c'est autre chose. Ensuite, il y a l'approche centrée sur le patient ou la patiente, où on va mettre le patient au centre ou la patiente et sa famille, et autour,
on voit, j'ai encore le même petit bonhomme, mais ils sont placés différemment. La communication est à double sens. Donc, ici, c'est l'équipe d'experts c'est ça, l'équipe d'experts qui agit avec la personne en fonction de ses besoins décelés. Donc, par exemple, s'il y a un besoin physique, ben, avec le physiothérapeute, ben, il peut avoir une communication. Le patient va dire, j'ai de la difficulté avec ma balance, avec mon équilibre, ou quelque chose comme ça. Donc, on va faire un plan. Donc, il y a un peu plus une communication, c'est plus fluide. La communication est à double sens. Donc, c'est ça. Si on a un problème, on en parle, on reçoit le traitement, puis on centre. Ensuite, l'approche patient-partenaire. En fait, ça, c'est l'équipe. On voit le patient fait partie du cercle, en fait, où c'est une communication continue, où, en fait, la personne, ou le patient, il fait partie de l'équipe d'une certaine façon, parce que tout le monde a son expertise. Le neurologue va avoir son expertise, l'infirmière, le physiothérapeute, travailleuse sociale, le CLSC. Donc, tous les acteurs du système de soins vont avoir leur expertise. Et la patiente, vous, en fait, vous faites partie, parce que comme vous avez l'expertise de votre situation, de votre maladie, ben, vous faites partie de l'équipe. En fait, c'est vraiment d'intégrer le patient dans l'équipe. Donc, c'est ça. C'est une communication circulaire entre tous les patients, tout le monde. Donc, c'est ça. On passe d'une relation hiérarchique à une relation de collaboration. Pourquoi, en fait, je parle de ça? Pourquoi je vous présente ce système de santé-là? C'est que c'est un peu ça. Au Québec, on commence par je ne sais pas les années, mais disons qu'on passe de la relation hiérarchique à la relation paternaliste, l'approche paternaliste, à l'approche centrée sur le patient et l'approche patient-partenaire, en fait. Donc, où on tend vers ça. C'est pas partout comme ça, mais je pense que pour une maladie comme le Parkinson, c'est plus important de pousser vers les deux derniers modèles, ou même s'il y en a je le vois avec certains patients, certaines personnes, qui sont peut-être encore dans la relation hiérarchique où ils vont chez le neurologue, ils reçoivent la médication et ils rentrent à la maison. On va en parler un peu plus tantôt. Ben, les avantages de pousser vers ça, c'est que le patient, ça permet au patient d'être un acteur à part entière des soins qui le concernent. Ça oriente les préoccupations autour de son projet de vie et prend part aux décisions qui le concernent. Ça permet de faire des choix de santé libres et éclairés. Et c'est aussi un avantage pour l'équipe de soins également, parce qu'il y a un meilleur... On a regardé que plus l'approche, on est vers le patient partenaire, qui fait partie de l'équipe, plus il y a un meilleur respect des ordonnances médicales et ça facilite également le traitement les traitements qui sont proposés, en fait. C'est plus facile d'avoir une bonne adhérence. Okay. Pourquoi, en fait, c'est ça. Pourquoi je parle de ça vraiment, c'est parce que pour favoriser, tu sais, on parle d'autonomie ici, puis pour favoriser le maintien, en fait, de l'autonomie, ce que j'ai observé, ce qu'on observe, c'est vraiment qu'il faut tendre vers vraiment ces deux modèles-là, ou sinon au moins celui-ci. Des fois, on peut être celui-ci aussi. Vous voyez aussi dans les dessins que j'ai inclus aussi la famille. Donc, on essaie d'inclure le plus de gens possible. C'est ça ici. Pourquoi? Parce que là, c'est ça, parce que c'est ça, la maladie se développe sur une longue période. Comme vous voyez, c'est une maladie qui est chronique, neurodégénérative, incurable, évolue constamment, progressive et complexe. Donc, les symptômes apparaissent lentement, mais ils s'aggravent progressivement avec le temps. Bien, comme vous le savez, c'est chronique, donc c'est sur plusieurs années, progressif, donc ça s'aggrave. Actuellement, c'est ça, il n'y a aucun traitement. Puis, vraiment, l'objectif, en fait, de votre neurologue et toute l'équipe de soins, c'est vraiment de traiter vos symptômes. Puis, avec la progression de la maladie, bien, il y a des changements. Puis, il faut avoir la meilleure collaboration possible pour avoir une meilleure... tout est OK. Ah, pardon. Pour avoir une meilleure adhérence possible, un meilleur contrôle des symptômes, bien, c'est important d'être vraiment, en fait, faire partie de l'équipe un peu, là. Donc, puis je pense que pour nous, en tout cas, comme on l'observe à la clinique, je pense que c'est comme ça avec beaucoup de gens, plus on a des patients partenaires, en fait, plus c'est facile aussi pour le neurologue ou l'équipe de traiter, en fait. Là.
Donc, c'est ça. Ben, vous les connaissez aussi, c'est juste pour revoir, mais il y a différents types de symptômes dans la maladie, il ne faut pas les oublier. Il y a des symptômes qui sont moteurs, des symptômes qui sont non moteurs. Donc, vous savez, moteur qui inclut des choses comme la bradykinésie, les tremblements, la rigidité. Mais aussi, il faut noter les non moteurs aussi qui, au début, je pense que quand les gens reçoivent des diagnostics, des fois peut-être ou ce qu'on connaît du Parkinson en commençant, c'est souvent plus les symptômes moteurs, mais il ne faut vraiment pas négliger les non moteurs. Des troubles du sommeil, la fatigue, troubles sexuels, troubles cognitifs, humeur, anxiété, des problèmes ou les hallucinations, des choses comme ça, en fait, les problèmes cognitifs, qui sont aussi parce que souvent, en tout cas en parlant avec les patients, je pense que c'est souvent les non-moteurs sont, si c'est pas plus handicapant, au moins autant que les moteurs. Donc, je sais que beaucoup, ils me disent, ben, OK, on a les tremblements, mais c'est vraiment les problèmes d'humeur ou les problèmes de dépression, apathie qui sont ce qui les handicape le plus. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, c'est ça. Bon, vous allez voir les dessins pourquoi je fais ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour favoriser un maintien de l'autonomie optimale, un maintien optimal de l'autonomie, la première étape, la plus importante, je trouve, c'est vraiment de devenir acteur, en fait, de prendre en main. Vous n'êtes pas passif dans vos traitements, vous n'êtes pas passif dans... vous êtes un acteur de vos soins, en fait. C'est vraiment de se renseigner le plus possible. Donc, même avant, je vais revenir avant, je vous ai mis... en bas, c'est un guide qui a été... Ben, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais c'est un guide qui a été développé par... je ne sais pas si on voit bien, je me vois pas. Oui, on voit juste l'avant. C'est ça, mais qui s'appelle La maladie de Parkinson, un guide d'introduction. Que vous pouvez trouver en ligne. J'ai mis l'adresse en bas sur cette comme slide-là, en fait. On pourra vous pourrez le voir, mais c'est un guide qui est très bien, qui parle des symptômes moteurs, non moteurs, qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis je pense que c'est une bonne base que je sais que les gens à la clinique l'aiment beaucoup. Les familles et les patients à qui je le donne. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, la première chose que vous faites, puis vous le faites déjà, c'est de vous éduquer, en fait, de regarder, c'est ça, vous avez les webinaires, vous avez Parkinson Québec qui est une bonne banque d'informations, des guides comme ça, donc vous renseignez le plus possible sur les avancées dans les traitements, dans les choses, donc c'est une bonne chose, puis vous pouvez questionner aussi votre neurologue. Donc quand vous arrivez, j'ai fait un petit dessin où c'est, le premier c'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait, ou disons, c'est un conseil pour moi aussi, ou n'importe qui va chez le médecin, en fait, où dans le dessin, on voit, il y a la neurologue, en fait, là, elle pose une question, puis le monsieur, il dit, comment va dire comment ça va, vous savez, vous allez voir la neurologue une fois aux 6 mois à peu près, ou des fois un peu plus, des fois un peu moins, 8 mois, 3, 4 mois, en fait. Elle demande comment ça va depuis la dernière rencontre. Elle va faire cette observation, mais vous pouvez dire ben, OK, ça va, vous n'avez pas de questions, vous n'arrivez pas préparé. Donc, la personne vous dit tout va bien, puis elle peut faire des ajustements par les questions qu'elle va vous poser, mais c'est pas optimal en fait. Je rencontre des gens, des fois, ils voient le neurologue. Ils vont s'asseoir avec. Je suis pas là pendant la rencontre, puis en sortant, ils vont dire ah, j'ai oublié de poser cette question-là, ou j'ai dit est-ce que tu as parlé du problème que tu m'as parlé? Non, j'en ai pas parlé, donc c'est pas toujours optimal comme ça. Donc, c'est ça, c'est ce qui est pas faire. Ce qui est préférable en fait. Vous voyez, encore le même dessin, disons, mais le même personnage, mais là, c'est sa prochaine rencontre, disons, il s'est préparé. Il est arrivé, il y a un journal avec lui où il note, je pense que c'est une bonne chose, des fois, de noter le positif ou le négatif, mais des fois, par exemple, si elle vous pose des questions sur la médicamentation ou différents symptômes, ben, vous pouvez arriver préparé puis dire, je ne sais pas si vous notez quelque chose, des problèmes de sommeil, ben, vous notez. Donc, achetez-vous un agenda ou un journal, ou ça peut être sur le téléphone pour les gens qui sont plus informatiques, mais notez. Donc, avant votre rencontre, ben, arrivez avec des questions. C'est sûr que je pense qu'il y a 20 questions, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas s'il va y avoir le temps de répondre à tout, mais posez les plus importantes. J'ai aussi dessiné une autre personne aussi, parce que c'est toujours recommandé, je pense, d'inclure quelqu'un
de proches, par exemple, conjointe ou membre de la famille, euh, en fait, dans votre traitement. En fait, c'est des gens qui peuvent vous apporter un autre regard sur votre situation. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai dit aussi, je vous ai montré le guide, ben, une bonne chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est si vous êtes en couple, ben, dites à votre conjoint ou conjointe de lire aussi le guide. Comme ça, ils peuvent surveiller aussi avec vous les symptômes, les symptômes que vous avez. Donc, des symptômes moteurs, des fois, il y a des choses comme l'apathie ou, je sais pas, les hallucinations, des choses comme ça. Ben, on n'est peut-être pas toujours les mieux placés pour les noter, mais si il y a quelqu'un qui nous aide avec ça, ben, ça peut faciliter. Donc, des fois, on arrive à les rencontres. Donc, le neurologue va poser la question et au patient, puis après, il peut nous dire Madame, est-ce que vous avez noté quelque chose? Donc, c'est une bonne chose aussi. C'est plus facile aussi de faire notre travail comme ça, de cette façon-là, si les personnes arrivent bien préparées. Parce que, par exemple, j'ai l'exemple où à la clinique, on laisse notre numéro, mais il y avait une dame qui avait fait un changement dans sa médicamentation. C'est une dame qu'il fallait vraiment lui tirer un peu les verres du nez pour savoir la question. Donc, ils ont dit, OK, on va faire un changement. Puis on l'a revu, on l'avait appelé, mais on n'avait pas trop de nouvelles, mais on l'a revu à peu près 6 mois après. Puis elle avait eu plein de problèmes parce qu'il y avait eu plus de... C'était pas adapté, en fait. Ouais. Mais la communication était difficile aussi. Donc, on a réadapté, ils ont changé la prescription. Le problème avec ça, c'est que c'est pour elle, c'était difficile parce que c'est une dame qui vit seule, puis en fait, quand on parle de favoriser le maintien, ben, avec une meilleure communication avec l'équipe, une meilleure préparation, ben, c'est sûr que ça aide aussi à contrôler les symptômes, donc, du coup, à favoriser le maintien. Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, ce que je vous conseille, en fait, c'est vraiment si vous avez une équipe multidisciplinaire, restez en contact le plus possible. Si vous avez des infirmières cliniciennes ou quelqu'un, posez vos questions, notez-les, soyez organisés là-dessus. Sinon, arrivez, c'est ça, avec un journal, ça peut vous aider. Soyez franc avec votre neurologue, en fait, il faut avoir une bonne collaboration. Aussi, suivez les recommandations de votre équipe. Des fois, il y a des changements. Votre équipe va vous proposer des traitements ou des changements de médication. Mieux la communication va être, mieux ça va être adapté aussi. Mais aussi, ben, avant des fois de dire non, essayez ce qu'il vous conseille. Par exemple, si un physiothérapeute vous conseille de faire tel exercice, de faire de l'exercice, je pense que ça serait une bonne chose au moins de l'essayer avant pour voir, parce qu'il va y avoir des effets positifs aussi. C'est ça. Puis les symptômes non moteurs aussi qui sont importants, comme je disais, de bien les noter et d'en parler. OK. Bon. Quoi faire pour favoriser, pour maintenir l'autonomie, en fait? Après, comme je vous l'ai dit, il y a bien s'éduquer sur la maladie, parce que mieux on la comprend, mieux on peut contrôler. Ensuite, bonne communication avec l'équipe. Ensuite, on va revenir un peu plus vite, mais j'ai écrit alimenter votre vie sociale, joindre un groupe de support, lire sur la maladie et le dernier développement, faire de l'exercice, adopter un mode de vie sain, nutrition et continuer de participer aux activités que vous aimez. Renseignez-vous sur les services offerts par la CLSC et organismes communautaires et préparez les documents. Donc, on va revenir là-dessus. Gardez toujours en tête un des symptômes non moteurs qu'on retrouve beaucoup avec le Parkinson, en tout cas, des fois, c'est l'apathie, en fait. Donc, vraiment l'apathie qui est comme un peu une fatigue ou un manque de volonté, en fait, pour poser les actions, en fait. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu comme mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend bien ou est-ce que c'est... Juste un peu le son. OK, je vais essayer de parler un peu plus fort. Désolé. Donc, ouais, c'est ça. OK, j'ai encore fait des dessins. Donc, on va parler...
Ça, c'est des fois le plus dur ben, c'est déjà le plus dur avec des gens qui n'ont pas le Parkinson, mais c'est assez simple. Il faut bouger. C'est une bonne chose pour garder, puis c'est prouvé que ça aide à maintenir l'autonomie aussi. Donc, faites de l'exercice. Ça va améliorer vos symptômes moteurs et symptômes non moteurs, en fait, ou ça va aider à maintenir votre autonomie. Donc, c'est ça, il y a des études qui prouvent de toute façon que l'activité physique peut aider à traiter, en tout cas, traiter certains symptômes de la maladie, améliore la flexibilité musculaire, la coordination, l'équilibre, la marche, l'élocution et la dextérité, prévenir la rigidité, donne de l'énergie, favorise la détente. Donc, c'est ça. Augmente également la confiance en soi et procure un sentiment de bien-être général, aide avec les symptômes. C'est ça. Donc, je pense que l'important, c'est de choisir une activité qui est adaptée à votre mode de vie. Ben, activité physique, j'ai mis aussi le chant là-dedans, là, mais disons, ça, c'est pour tout ce qui est des symptômes qui touchent à la gorge, la voix, tout ce qui est plus dans cette zone-là. Mais c'est ça. La nage, si vous aimez continuer à nager, le yoga, la danse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dernièrement, en tout cas, la boxe, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font de la boxe. Je sais que vous êtes un peu partout au Québec. On en parlera un peu plus tard pour comment trouver les endroits, mais c'est ça. Donc, trouver les endroits qui sont les mieux adaptés pour vous. Des fois, il y en a que c'est des centres communautaires, des YMCA, des groupes donc, dans votre localité où vous pouvez faire des exercices. Donc, si vous en faites, continuez. Si vous n'en faites pas, ben, c'est ça que ça serait bien de commencer à votre rythme, en fait, mais c'est sûr que ça peut vous aider. Donc, c'est ça. L'idée, c'est pas de commencer à courir, faire le marathon, là, mais c'est vraiment juste de commencer à votre rythme. J'ai aussi le tai chi qui est recommandé. Donc, c'est ça. Aussi, en même temps, vous pouvez faire des activités de relaxation, étirements, massages peuvent aider à gérer le stress. Donc, vous savez probablement, mais je pense que c'est bien de le répéter parce que ça va vous aider aussi. Donc, tantôt, je parlais aussi, j'ai dit un mode de vie sain, donc c'est aussi l'alimentation. Donc, en même temps, c'est la santé globale, en fait, là, quand je mets ça. Mais aussi, c'est bien si vous pouvez, si dans votre équipe, il y a une nutritionniste, ben, vous pouvez demander pour la rencontrer. Aussi, ça fait avec le CLSC, vous pouvez vous renseigner, mais c'est d'avoir une alimentation équilibrée qui va vous aider aussi pour le niveau d'énergie. OK. Je pense qu'une autre chose que j'ai remarqué aussi, tantôt je parlais de garder une vie sociale, c'est important, c'est aussi de ne pas s'isoler. Donc, pour favoriser le maintien de l'autonomie, je pense que c'est de continuer à créer les liens. En tout cas, plus une personne a des liens, plus s'il commence à avoir une perte d'autonomie, ça va être plus facile, en fait. Parce que une des façons, en fait, pour rester à domicile le plus longtemps possible, c'est vraiment d'avoir un filet de sécurité, en fait, qui puisse aider à nous soutenir, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y a différents organismes. Là, vous êtes tous dans des régions différentes. Je sais qu'il y en a qui c'est peut-être un peu moins disponible, mais la première chose, en tout cas, c'est sûr que, bon, vous connaissez déjà Parkinson Québec, donc je pense que c'est Parkinson Canada, j'ai mis aussi, mais je pense que c'est vraiment une bonne ressource pour connaître ce qu'il y a dans votre coin comme organisme communautaire, comme groupe de support, en fait, vous savez un peu, mais tout ce qui peut vous aider, en fait, à garder des liens, en fait. Le CLSC aussi, j'ai écrit, en termes de maintien à domicile, c'est sûr que le CLSC, c'est votre ami, puis c'est vraiment, c'est leur rôle aussi, c'est dans la communauté. Donc, trouvez votre CLSC, CLSC local, puis ensuite,
je pense que c'est la collaboration avec le CLC est importante aussi, même si vous n'avez pas, vous êtes autonome, vous êtes toujours autonome, ben, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez appeler le CLC ou aller directement au CLC d'avant. Je pense que c'est bien de se préparer. Puis posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils ont comme service? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir? Chaque CLC quand même est un peu, ont des particularités, ont des différentes, mais ont des différences, mais en général, vous allez savoir, souvent ils ont une travailleuse sociale. Si vous n'en avez pas avec une équipe, ben, vous pouvez voir au CLC. Si vous n'êtes pas considéré comme une urgence, donc c'est sûr que vous allez être mis sur une liste d'attente, mais c'est mieux de le faire à l'avance que d'attendre trop longtemps ou d'attendre qu'il y ait la crise, en fait. Donc, c'est ça, le CLSC en général travaille un peu par urgence. C'est sûr qu'ils vont aller plus vite, ils vont réagir plus vite s'il y a une situation pressante. Par exemple, je dis ça comme ça, mais quelqu'un qui est tombé, il s'est cassé une hanche, retourne à la maison, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir des services comparé à quelqu'un qui a le Parkinson, qui a tranquillement une perte d'autonomie, ben c'est sûr qu'il va avoir un temps d'attente. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que le CLSC peut faire, par exemple? Le CLSC peut venir à votre domicile puis évaluer votre domicile. On en parlera un peu plus tard du domicile aussi, mais est-ce qu'il y a des adaptations qui sont possibles? Par exemple, des fois, c'est aussi simple que mettre une barre dans votre chambre de bain, une barre pour vous tenir. Un ergothérapeute va venir dans votre domicile, ils vont regarder puis ils vont dire peut-être qu'une barre ici sur le mur, ça va aider à rentrer dans le bain. Il y a l'équipement aussi comme une chaise, un banc de bain ou des choses comme ça. Donc, c'est ça. Ils peuvent venir évaluer votre domicile. Vous pouvez faire la demande, mais en gros, en fait, l'idéal, c'est vraiment que quelqu'un envoie la demande pour vous. Donc, notez ça, vous pouvez en parler à votre équipe. Donc, ça peut être une infirmière, ça peut être le travailleur social. En général, moi, j'en envoie. Ça peut être physiothérapeute, ça peut être ergothérapeute. Donc, c'est une chose que vous posez la question. Donc, c'est ça. Ils peuvent aussi, en tout cas, je vais vous dire un peu rapidement, mais ils peuvent faire de la surveillance pour les médicaments, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec cognitifs ou des pertes cognitives qui se mélangent avec toute la prescription, les médicaments qu'ils doivent prendre, ben, ils peuvent, avec une prescription du médecin, ils peuvent s'occuper de la surveillance des médicaments, donc venir pour vous aider à avoir un meilleur contrôle des médicaments. Ils peuvent vous offrir des soutiens psychosociaux, donc des fois, ils ont des psychologues qui sont là aussi, travailleurs sociaux. Ils peuvent aussi vous renseigner sur les organismes. Donc c'est bien aussi d'appeler le CLSC et de dire si des fois, par exemple, vous avez de la difficulté à vous rendre à vos rendez-vous, il y a certains endroits ils vont dire ben, on a un organisme communautaire qui font de l'accompagnement médical ou des choses comme ça. C'est pas dans toutes les régions, mais appelez votre CLSC et ils peuvent vraiment vous renseigner. Le but, quand je dis ça, c'est vraiment c'est de connaître les organismes puis connaître tout ce qui est sur son territoire autour. Donc, quand on a besoin d'utiliser, ben, si on se dit, ah, il y a une popote roulante, j'ai de la difficulté à faire la cuisine, il y a des services de popote roulante, donc vous êtes renseigné avant, vous savez, donc vous pouvez appeler. J'ai mis c'est un centre de réadaptation à Montréal, mais ça peut être n'importe quel. Si vous avez besoin de réadaptation aussi, des fois, il y en a pour, même que ce soit pour la voix ou pour au travail, certaines difficultés. Donc, il y a des centres de réadaptation qui peuvent, avec une prescription, en fait, de l'équipe du médecin, ben, qui peuvent vous donner de la réadaptation pour essayer de regagner des pertes. Je vais parler juste un peu du travail. Il y a un webinaire qui a déjà été fait sur le travail, mais donc vous pouvez le regarder si vous avez plus de détails. Puis aussi, je vous ai mis le guide, c'est encore Parkinson Québec, mais je l'utilise beaucoup dans mon travail, qui est un guide de ressources financières qui a été fait et qui est très bien fait. En fait, vous le trouvez en ligne aussi avec l'adresse en bas. Si vous avez des inquiétudes, parce que quand je dis l'autonomie, en fait, il y a aussi pour certains d'entre vous, il y a le travail, continuer à garder son travail le plus longtemps possible, puis comment s'organiser, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que rapidement, c'est que chaque situation est unique. C'est sûr que ça dépend de votre collaboration avec votre employeur, parce qu'il y en a qui me demandent est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas.
c'est vous qui voyez aussi. Vous n'êtes pas obligé de le dire, ça c'est sûr que, sauf dans certains cas, si vous êtes comme chauffeur d'autobus ou des choses comme ça, mais sinon, vous n'êtes pas obligé de le dire. Puis c'est à vous de voir si ce serait plus facile de continuer votre travail si vous dites votre diagnostic. Mais c'est ça. Regardez s'il y a des changements, des adaptations, par exemple du télétravail, des horaires plus flexibles, du temps partiel, des changements, s'il peut faire des changements dans votre bureau, ou ça dépend quel travail vous faites. Donc, vous pouvez observer ça. La seule chose que pour vous préparer encore à la perte d'autonomie, ben, ce que je vous conseille quand même, c'est donc lire ce guide-là. Regardez, si vous avez un régime d'assurance, ben, renseignez-vous à l'avance qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce que vous avez, parce que comme on dit tantôt, le tiroir, on ouvre, on prend le renseignement, ça enlève aussi un stress. Puis vous pouvez aussi communiquer avec les normes du travail puis la Commission des droits de la personne qui peuvent vous renseigner aussi, puis vous pouvez savoir vos droits en matière de travail. Mais regardez aussi le webinaire sur le travail, vous allez voir. Ben tantôt, quand je vous parlais d'adaptation de domicile, j'ai mis juste une photo, vous voyez, comme les barres sur les murs du bain, le siège de toilette surélevé, la chaise de bain, un tapis dans le fond du bain, donc des choses comme ça. Donc, c'est sûr que si... Là, on avance un peu, mais disons que des gens qui commencent à avoir des pertes d'autonomie, donc, c'est ça. Le domicile, ben, c'est sûr qu'il faut y penser. Par exemple, moi, j'habite un troisième étage j'ai pas de diagnostic, mais j'habite un troisième étage avec un escalier qui est un vieil immeuble à Montréal. Puis je pense que des fois, quand je retourne chez nous, je pense à certains de mes patients, puis je me dis, ben, je pense pas qu'ils pourraient habiter ou venir chez moi. Donc, je connais certains patients aussi qui habitent, des fois, ça peut être difficile avec les escaliers ou des choses comme ça. Donc, des fois, il faut peut-être penser à déménager avant pour peut-être un logement qui est un premier étage ou avec ascenseur ou meilleure localisation avec des services un peu plus près, une épicerie plus près ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui peut se discuter ou que vous pouvez penser à l'avance aussi pour vous préparer. Mais c'est ça. Aussi dans votre domicile, ben, des choses qui peuvent aider aussi. Comme je vous dis, le CLSC peut venir puis adapter aussi quand c'est le moment. Mais comme un bon éclairage, regardez l'éclairage, des tapis antidérapants. Si vous avez des escaliers, ben, mettre des rampes ou demander à quelqu'un de mettre des rampes. Réorganiser dans la cuisine s'il y a des choses qui sont trop hauts pour les descendre un peu plus bas ou demander quand vous avez de la visite, quelqu'un qui descende les assiettes s'ils sont placés dans une armoire où c'est plus difficile. Donc, peut-être pas trop des choses comme grimper sur votre... Ça arrive, il y en a qui tombent des fois, ils grimpent sur une chaise, ils descendent des choses, c'est pas toujours l'idéal. Donc, c'est ça, des choses qui sont plus... Regardez pour organiser que ce soit plus accessible sans se pencher ou sans grimper. Tapis en petit dérapant dans le bain, ça peut aider aussi. Dans la douche. C'est ça. Donc aussi, puis pour certaines personnes, ça dépend de votre niveau d'autonomie. Je sais que une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre le service Lifeline, L-I-F-E-L-I-N-E. Donc, cherchez Lifeline ou Medi Sécu, je pourrais regarder tantôt. Medi Sécu Retour ou Médic Alerte. C'est comme un service, en fait, avec un bracelet, si vous tombez ou s'il y a quelque chose, ben, vous pouvez appuyer sur le bracelet. Ça va appeler la police. En fait, c'est comme si ça fait le 911, donc ils vont savoir c'est une centrale. Puis donc, ça fait que si vous êtes, disons, en perte d'autonomie, vous tombez, ben, souvent, c'est une façon de rester à domicile puis en paix plus longtemps possible, ou il y a certaines personnes, ça arrive, s'ils tombent, ils ne peuvent pas se relever, ils ont de la difficulté, ils n'ont pas le téléphone, donc il y a des histoires où les gens restent assez longtemps avant d'être retrouvés ou qui doivent ramper, mais avec un lifeline, ben, ça permet de dormir en paix, puis ça permet aussi à votre famille aussi de dormir en paix s'ils savent que vous avez ça.
Ensuite, ah ben, ça, il y a pas, souvent, il y a des gens qui aiment pas quand j'en parle ou des fois avec eux, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Même moi, je l'ai fait. Euh, c'est le mandat de protection. Je pense que c'est une bonne chose à regarder à l'avance. Donc, quand on parle pour se préparer à la perte d'autonomie. Euh, donc, vous voyez, j'ai mis l'adresse sur le site du curateur. C'est très bien fait. C'est environ 8 pages. C'est le mandat de protection, en fait. Euh, c'est de se préparer si vous êtes nommé non. C'est le niveau de compétence, en fait. Si vous êtes déclaré non compétent, ben, en fait, c'est que vous nommez quelqu'un comme tutelle, quelqu'un qui prend les responsabilités pour vous, qui fait les choix pour vous, qu'il soit médical ou autre. Donc, c'est un peu pour contrôler qui décide si vous ne pouvez plus prendre des décisions pour vous-même. Donc, vous pouvez le faire, même si c'est pas. Bon, vous pouvez le faire notarié devant un notaire, mais je pense que même si ça coûte un montant, mais avant, je pense que c'est bien aussi euh, juste de le remplir et de le garder dans ses papiers comme ça. Donc, c'est déjà mieux que rien. Puis ça aide aussi si vous le donnez au médecin ou dans le dossier médical, ça va aider pour savoir aussi. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller à la banque puis de compléter une procuration financière. Euh, si vous nommez quelqu'un en fait qui peut s'occuper de vos finances à votre place aussi, donc pour perte d'autonomie, des fois pour certains c'est des petites choses, mais ça peut être un stress de ne pas d'avoir la difficulté à se déplacer. Donc si vous nommez quelqu'un, un frère, sœur, ami, vous allez à la banque avec la personne. En fait, il n'y a pas de formulaire spécifique, mais vous allez à la banque, vous dites je veux faire une procuration financière et vous nommez avec la personne, vous y allez avec la personne, donc ils vont avoir leur formulaire, ils vont vous faire remplir ça. Puis donc cette personne-là, une personne de confiance bien sûr, mais que vous pouvez nommer pour aller, si vous voulez sortir de l'argent, des choses comme ça. C'est des petites choses, mais ça aide quand même. J'ai aussi. Il nous reste combien? Est-ce que je suis dans les temps? Oui. OK. Bon. La conduite, on m'en parle souvent de la conduite parce qu'avec la maladie de Parkinson, c'est sûr que comme il y a une perte d'autonomie, des fois il y a des problèmes cognitifs aussi. Un des gros, quand on parle d'indépendance, d'autonomie, ben c'est souvent la conduite, c'est un gros élément de garder son permis de conduire. C'est une façon de garder son indépendance, en fait. Euh, Ce que je peux vous dire là-dessus, de toute façon, je pense que, comme je disais avant, c'est d'avoir une bonne collaboration avec votre médecin. En général, vous pouvez continuer à conduire tant qu'on juge que c'est pas dangereux pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Faut aussi penser aux autres là-dessus sur la route parce qu'on n'est pas seul. En fait, des fois, certaines personnes, on leur dit, ils disent ah, mais je suis correct, mais c'est pour protéger les autres sur la route. Mais en fait, en gros, ce que je peux dire, c'est que c'est pas le médecin ne va pas vous enlever votre permis, il peut vous recommander d'arrêter de conduire, mais c'est la SAQ qui va vous faire passer un test euh, pour, euh, pour voir si vous pouvez garder votre permis, en fait. Donc, si vous passez ce test-là, vous gardez votre permis, puis après, ils vont refaire ça. Je ne sais pas si c'est à chaque année, je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est ça, ils refont le test par la suite. Donc, c'est ça. Normalement, c'est votre devoir de le dire à la SAQ si vous avez des conditions médicales ou des choses comme ça. Donc, c'est vous qui voyez aussi. Mais renseignez-vous, quand je vous dis de vous renseigner à l'avance aussi, c'est renseignez-vous sur le transport adapté dans votre localité, où vous habitez. Donc, vous avez des services de transport adapté. Donc, c'est sûr qu'il faut. Ils ont des critères. Des fois, ne peut pas marcher moins de difficulté à la marche, un tel nombre une distance. Donc, il faut voir avec les critères si vous rentrez dans les critères, mais ça peut être une bonne chose
à prendre aussi. Même si vous gardez votre permis de conduire, vous pouvez regarder si vous remplissez les critères avec une physiothérapeute ou quelqu'un de l'équipe. Souvent, le médecin peut remplir physiothérapeute, ergothérapeute. Donc, c'est les personnes qui... Souvent, c'est physio-ergo qui sont les personnes les bonnes personnes, en fait, pour remplir le formulaire, mais c'est une chose qu'on peut regarder. La vignette de stationnement aussi. Si vous êtes à risque de chute, c'est une bonne chose de prendre. Ou si vous avez des chutes ou des choses comme ça, donc de la prendre pour vous stationner plus près. Quand je parle de chute ou de... Parce que ça arrive, les problèmes d'équilibre avec la progression de la maladie, une des choses qui est difficile des fois, enfin on le met quand je parle d'autonomie, on le met là-dedans aussi, c'est des fois d'accepter, c'est plus facile à dire, mais d'accepter de prendre une aide technique. Comme par exemple, souvent c'est mieux de prendre la marchette. Si on a besoin, disons, si c'est recommandé de prendre la marchette, de la prendre quand on sort du domicile, par exemple pour les distances quand on est un peu plus longues, que de ne pas la prendre, puis de tomber, prendre le risque de se fracturer, puis que ça soit pire, en fait. C'est comme une balance, en fait. Souvent, on fait une balance. Les gens, c'est souvent une étape difficile quand les gens ont besoin d'une aide technique. Mais on l'a vu, par exemple, aussi que si des gens refusent l'aide technique, c'est leur choix, c'est votre choix, mais des fois, il peut y avoir ça aide c'est un peu comme mettre un casque, en fait, en vélo, ça aide à empêcher certaines chutes, puis s'il y a des fractures, par exemple, des choses comme ça, ben, ça empire, donc l'autonomie est déjà diminue un peu plus. Donc, mais c'est souvent un deuil, c'est une étape, puis il faut en parler. Bon, j'ai mis... on avance dans le temps, en fait. Ça dépend où vous êtes rendu. Pour les gens qui se posent la question vraiment, est-ce que vous déménagez, pouvez-vous continuer à rester à domicile ou déménager en résidence ou en CHSLD, résidence privée, tout ça? Souvent, c'est un peu beaucoup mon rôle à la clinique, où j'ai des discussions avec les patients, la famille sur ces questions-là. Est-ce qu'il les gens il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Pour certains, de déménager, ça les aide à garder leur autonomie parce qu'ils sont moins fatigués, parce qu'ils ont moins le stress puis le besoin de s'occuper de leur maison, des choses comme ça. Donc, ils gardent leur autonomie pour faire des activités qu'ils aiment parce que, disons aussi, ils déménagent dans une résidence avec services comme les repas, ménage ou des choses comme ça. Mais en fait, ça, c'est une discussion que vous pouvez avoir. J'ai mis une balance, en fait, c'est de faire le pour et le contre. Regardez, souvent, on fait ça avec certaines personnes. On prend une feuille, puis on fait le pour, puis le contre de rester à la maison, puis le pour et contre d'aller en résidence. Vous voyez, c'est quelque chose qui se discute avec votre équipe, avec votre famille. Vous pouvez poser les questions si vous êtes dans des groupes de support, à d'autres personnes qui ont fait des changements. De toujours garder les liens avec les personnes, c'est toujours une bonne chose aussi, parce que des fois, quand il y a des fois, c'est les patients qui me disent quand il y a des nouveaux groupes de support, des nouveaux services, quelqu'un qui, j'ai une personne qui fait le ménage, des choses comme ça. Donc, le but, c'est de faire passer l'information. C'est toujours comme quand vous participez à des webinaires comme ça, ou des groupes de support, ou des choses comme ça peut aider quand même. Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, si vous voyez, je pense que la personne, je pense que c'est plus facile de faire une bonne décision si vous restez à la maison, vous déménagez en résidence, si vous avez avant exploré les avenues avec le CLSC, votre équipe. Donc, vous voyez depuis le début de la présentation, je vous parle, c'est beaucoup dans la communication avec un peu votre famille, les groupes de sport, votre équipe, les organismes, tout ça. Donc, c'est ce qui va vous aider aussi à maintenir votre autonomie. Et c'est ça, je pense que ça ressemble un peu à ça.
je vais répondre aux questions, mais j'ai mis aussi mon adresse à la fin. Vous pouvez, si vous avez des questions directes, vous allez pouvoir me les poser parce que de toute façon, c'est ça. Vous pouvez me les poser. Je suis peut-être pas répondu à tout, c'est sûr, puis il y a des choses plus complexes. C'est un gros sujet, ou même autre chose. Si des fois il y en a, je sais qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas de travailleur social, travailleuse sociale, donc je peux pas répondre à des grandes questions, mais si vous avez des petites questions simples, ça me fait plaisir. Donc si vous me laissez le temps, donc gardez-le pour le futur. Ah. Mais merci beaucoup. Merci. Comme M. Girard vient de le dire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Maintenant, la section est au centre. Donc, vous pouvez poser vos questions à cet endroit-ci. Nous en avons eu quelques-unes lors de la présentation. Donc, on va commencer par une première question. Donc, est-ce que tous les gens atteints de la maladie de Parkinson, sans exception, finissent avec une grande perte d'autonomie ou il y a de l'espoir de ne pas perdre complètement notre autonomie? Je pense que c'est une question complexe sans vraiment de réponse simple. Ça fait pas très longtemps que je suis avec... Donc, j'apprends aussi. Je suis pas l'expert en Parkinson, mais ce que je peux voir, c'est que c'est une maladie assez complexe, en fait, où chaque personne est différente, où des fois, je rencontre les gens, on rencontre les gens aux 6 mois, des fois, où il y a des personnes qui ont une situation assez stable sur plusieurs années, des petites pertes, mais assez stables, et d'autres où c'est plus rapide, d'autres c'est des vagues. C'est vraiment, c'est aussi surprenant. Ce que je peux vous dire, c'est que même du côté de l'équipe, des fois, c'est aussi surprenant pour les neurologues que pour les patients et la famille quand on voit des changements ou quand des fois on dit waouh, cette madame-là ou ce monsieur-là, ça fait des années qu'ils sont sur, on dirait un peu un plateau, la descente, la progression n'est pas est très lente en fait. Ça dépend de votre âge aussi, ça dépend de plusieurs choses, puis ça dépend aussi de votre adaptation. Des fois, je vois des gens aussi qui ont une perte d'autonomie, par exemple peut-être physique, mais ils n'ont pas de perte d'autonomie cognitive. Donc, par exemple, j'ai un monsieur que je connais, il est en chaise roulante, mais il continue à faire, il fait beaucoup d'activités, il fait de la boxe, il fait un cours d'aquafit, de nage, puis il a encore une vie active, une vie sociale. Donc, oui, il a une perte d'autonomie, mais il a adapté sa vie autour de ça, ce qui l'aide à continuer à avoir une vie de qualité, en tout cas pour lui. Il y en a d'autres, c'est vraiment ça aussi. Il y en a d'autres peut-être des fois qui s'isolent, c'est plus triste, qui ont plus de difficultés avec la perte d'autonomie, comme par exemple parce que le réseau est moins grand ou disons qu'il reste plus... mais moi, je vous conseille de vivre bon, c'est plus facile à dire, mais de vivre au jour le jour et d'essayer de faire le plus possible ce que vous avez en votre pouvoir. Puis je pense que ça peut pas nuire, c'est sûr, ça va aider à ce que vous gardiez votre autonomie le plus longtemps possible. On ne sait jamais, en fait, ce que la vie nous réserve. Puis c'est une maladie il y a de la recherche qui se fait encore. Quand je parlais des patients partenaires aussi, regardez s'il y a des recherches qui se font à votre centre de traitement. Vous pouvez poser la question. Vous pouvez rentrer aussi dans il y a des études qui se font avec des nouvelles médications, d'autres choses qui, je pense, c'est de garder l'espoir aussi. D'accord. Donc, on va aller avec une autre question. Donc, est-ce que vous connaissez des programmes d'aide financière qui sont disponibles pour favoriser le maintien à domicile ou pour favoriser l'autonomie? Il y a oui, il y a... Je n'avais pas ton cas, je peux regarder puis vous le donner, mais il y a un programme d'adaptation de domicile du gouvernement du Québec. J'ai l'adresse ici. En fait, je pourrais... je peux même être un peu longue. En tout cas, sinon, on pourra la donner par la suite. Mais oui. On va la rendre disponible avec la présentation. Il y a un programme d'adaptation de domicile du gouvernement du Québec. C'est un peu long, c'est de la bureaucratie aussi, mais quand même, je pense que c'est une bonne chose de se renseigner. Il y a aussi, je pourrais regarder aussi pour vous donner cette information-là, je vais les noter, mais avec, ça dépend si vous êtes, je pense que vous avez une présentation aussi il y a un webinaire sur les finances en fait,
Puis il y a peut-être qu'il a parlé dans cette présentation-là du crédit d'impôt pour personnes Le webinaire qui est disponible est par rapport aux crédits qui sont fédéraux. fédérales. Donc, c'est moins précis pour ce qui est au Québec, mais fédéral, il y a quand même quelques informations qui sont disponibles. Ou sinon, on a le document qui avait été. Ouais, il y a ce document-là aussi. Mais laissez-moi regarder, sinon, puis Si on va un peu dans le même aspect, lorsqu'on parle de s'équiper avec des appareils qui vont favoriser la mobilité, est-ce qu'il y a une manière de s'y prendre pour avoir l'équipement? Est-ce qu'il faut aller parler avec notre équipe de soins ou il faut plus aller vers le privé pour avoir ce type d'équipement-là? Des barres ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est mieux d'en parler. C'est sûr que il y en a qui font tout de leur côté, puis on leur pose la question, puis ils disent j'ai mis ma barre, c'est fait. Mais je pense que c'est bien d'en parler à votre équipe de soins parce que de toute façon, c'est une bonne façon d'entrer le CLSC. Je pense qu'une bonne façon d'entrer le CLSC de faire un premier contact avec le CLSC, c'est une évaluation du domicile, donc c'est une bonne chose. C'est sûr que ça dépend si c'est recommandé, mais quand c'est recommandé par votre équipe, parlez-en avec votre équipe. Si c'est recommandé, ils peuvent faire une demande au CLSC. C'est le CLSC qui peut venir poser ou procurer les équipements. Donc, sans l'évaluation, c'est le CLSC qui évalue en fait si vous y avez droit. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Ça dépend aussi si tout le monde est différent. Il y en a qui ont aussi des programmes d'assurance. C'est pour ça que je vous ai dit des régimes d'assurance où vous avez certaines choses qui sont incluses dans votre régime d'assurance. C'est une bonne chose à regarder aussi. Si vous avez une physiothérapeute ou vous êtes recommandé en physiothérapie ou en ergothérapie, regardez aussi parce qu'ils ont aussi, comme par exemple pour les marchettes, des choses comme ça. Je sais qu'il y a certains endroits où ils fournissent une marchette, ou si vous êtes sur l'aide sociale aussi, c'est couvert. Donc, je pense que c'est une bonne chose de renseignez-vous avec votre équipe de soins aussi. Puis si vous avez des situations particulières, ben, vous pouvez me poser la question aussi, mais je pense que c'est une bonne chose avant de regarder au privé ou faire ça de son côté. Puis, lorsqu'on parle de faire évaluer notre domicile, est-ce que, pour savoir si l'enfant est apte pour notre condition, est-ce que c'est un service qui a un certain délai? Est-ce que c'est mieux de faire la demande d'avance ou c'est assez Oui, il y a un délai. Disons, si vous êtes en début de maladie puis vous êtes très autonome, tant mieux. C'est possible que vous soyez, il y a pas, vous savez pas encore la situation qui vont pas vous placer en priorité. Il y a toujours je sais pas, en tout cas à Montréal, moi je travaille à Montréal, il y a un délai. Il y a toujours un délai. Je sais pas, ça dépend des régions, mais c'est mieux d'en parler à l'avance. Donc, si par exemple vous avez des problèmes d'équilibre, disons, si vous entrez dans le bain, ça commence à être un peu difficile, des choses comme ça, je pense que c'est le moment d'en parler. Comme par exemple, moi, quand je rencontre des gens, je leur pose la question sur leur fonctionnement à domicile. Puis quand ils commencent à me dire, ben, tu sais, c'est plus dur de cuisiner, c'est plus dur de rentrer dans le bain, des fois sortir du lit, la rigidité, c'est sûr que c'est là que je commence à dire, ben, je pose la question, est-ce que le CLSC est impliqué? S'ils me disent non, ben, je vais leur dire, est-ce que vous voulez que j'envoie une demande? Parce que ça prend du temps, j'ai dit, c'est mieux de toute façon, sinon ils font une évaluation, puis ensuite ils vous font les recommandations, ils vous laissent le numéro pour plus tard, donc vous avez quand même un contact. Mais oui, c'est mieux de le faire à l'avance. Vous pouvez appeler directement le CLSC pour voir comment il fonctionne, mais vous pouvez en parler la prochaine fois que vous allez voir votre équipe aussi. Ouais. D'accord, parfait, merci. Je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce qu'il est courant pardon, que les gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer ont simultanément un diagnostic de Parkinson ou vice-versa? Est-ce que les quoi? Est-ce que il est courant d'avoir un diagnostic d'Alzheimer en même temps que le Parkinson? Je ne sais pas si c'est courant. Je sais que nous, à la clinique, on parle plus des fois c'est comme de démence qui sont des fois associés comme c'est un symptôme non moteur qui vient avec la progression de la maladie à plus long terme souvent, mais c'est un symptôme non moteur.
pas tout le monde a, comme je disais, mais si c'est courant, je pourrais pas répondre. Je pense que c'est une bonne chose encore. C'est une bonne question à poser la prochaine fois à votre neurologue. C'est sûr, parce que c'est toujours le médecin qui a la connaissance médicale. Puis c'est une bonne chose aussi de vous renseigner sur, comme je disais, lisez le guide que j'ai mis l'adresse. Ça parle de ces choses-là aussi. Puis faites attention, je ne l'ai pas dit tantôt, mais faites attention aussi des fois avec ce qu'on voit sur l'Internet. Je sais on est tous comme ça, mais quand on a un bobo, on cherche sur Internet, on voit le pire, le moins pire, on voit des choses recommandées. Et je pense que c'est une bonne... Ayez pas peur de poser ces questions-là. Si vous lisez quelque chose sur Internet, un nouveau médicament, des choses comme ça, parlez-en à votre neurologue, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est sûr que ça se peut qu'ils vous disent que malheureusement ça ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Ils vont vous expliquer en fait, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir une collaboration sur ces... Mais notez-le, comme je disais, puis posez-le la prochaine fois. Donc, j'avais des gens qui me demandaient à quel endroit on pouvait trouver le guide. Le guide, vous venez de le dire, il est disponible sur... il va être disponible, dans le fond, l'adresse sur votre... Ouais, sur mon présentation, ouais, j'ai mis l'adresse. Je pourrais faire une sorte de feuille ou quelque chose où j'ai plus les adresses que parce que la présentation, c'est beaucoup les dessins pour me faire parler, mais où est-ce que j'ai... L'adresse plus précisément. Ouais, les documents que j'ai parlé. Puis, j'avais beaucoup de questions par rapport s'il existe des groupes pour les personnes atteintes. Je vais me permettre de répondre à cette question-ci. Monsieur Girard ne peut parler, mais consultez le site de Parkinson Québec. Donc, le site de Parkinson Québec, selon les régions, il existe différents... donc, on a des bureaux régionaux, on a aussi des instances régionales qui, eux, sont sur le terrain et créent des groupes de soutien. Donc, en consultant leur site Internet, vous allez pouvoir voir plus particulièrement qu'est-ce qu'il y a comme groupe ou sinon appeler dans les instances régionales. Il y a des gens qui sont disponibles, il y a des gens qui sont présents. Donc, on en a un peu partout. Ils sont là pour répondre à vos questions. Ils sont là pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans la région. Et aussi, j'avais quelqu'un qui proposait, par rapport aux guides, des choses comme ça. Je sais qu'il y a certains guides aussi qu'on est disponibles ici à Parkinson Québec. Donc, vous pouvez appeler également et on va vous les envoyer par courrier parce que des fois, je sais que pas tout le monde a accès à des imprimantes. Donc, on peut aussi vous les envoyer en version papier. Oui, puis c'est ça c'est ça pour les groupes, c'est pour ça que je vous disais aussi, regardez, appelez le CLSC parce qu'il y a ceux qui sont reliés comme avec vous, Parkinson Québec, mais des fois, il y a d'autres groupes dans votre communauté qui sont peut-être juste un groupe pour je sais pas, les retraités, les aînés. Peut-être que vous voulez aussi avoir d'autres groupes, des gens qui ont le Parkinson, mais des gens peut-être qui n'ont pas le Parkinson aussi. Ça peut être... donc, vous voyez ce qui s'offre aussi. Il y a différents groupes qui s'offrent, comme par exemple, à Montréal, il y a des groupes d'aînés qui se rencontrent, qui ont des fois des repas, des choses comme ça peut être des occasions. Puis aussi, comme je pense que les groupes de soutien, c'est une bonne chose aussi parce que vous allez rencontrer de toute façon des gens qui vivent la même chose que vous, qui ont une expérience de terrain. Là, quand je parlais du patient partenaire au début, c'est des experts aussi. Vous devenez des experts, en fait, de votre situation. Puis, en rencontrant d'autres personnes, ça vous aide aussi à des fois, avoir des trucs, avoir des ressources. En fait, ça vous aide à avoir de plus en plus de ressources. Puis souvent, c'est les gens qui me disent il y a ça, il y a ci. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de faciliter la communication puis d'apprendre aussi. Mais je sais que dans ces groupes de support-là, les groupes de soutien, il y a beaucoup d'informations qui se transmettent. Puis ça aide, en fait. C'est quelqu'un qui dit moi, je fais de la boxe là, peut-être tu devrais venir, mais peut-être c'est le petit kick qui fait que l'étincelle qui fait que, OK, on va y aller, on va l'essayer. Donc, j'ai quelqu'un qui me demande, vous parlez souvent de votre clinique, c'est quoi le type de clinique dans laquelle vous travaillez, juste pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas. Il y a des gens qui demandent de où on peut bénéficier des services de votre clinique, mais juste parler un peu en tant que tel, les cliniques troubles du mouvement. C'est une clinique multidisciplinaire, en fait, c'est que c'est ça dépend. Ça, je sais quand je fais des présentations, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont suivis seulement comme par exemple,
un neurologue et peut-être une infirmière ou des fois juste un neurologue. C'est juste que dans notre clinique, les gens sont suivis en fait par une neurologue, puis il y a des infirmières cliniciennes qui peuvent appeler. Il y a moi, travailleur social, qui peuvent rencontrer au besoin, puis il y a aussi ergothérapeute, physiothérapeute. Euh, si vous avez, je sais qu'il n'y a pas tout le monde que c'est quand même un, c'est pas un luxe en fait, mais il n'y a pas tout le monde qui a ce genre de service-là. Mais vous pouvez parler à votre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir droit à des. C'est pour ça que quand je parlais de communication avec votre neurologue, disons que vous avez seulement un neurologue, je pense que c'est une bonne chose d'y parler s'il y a des services, comme par exemple, est-ce que je devrais faire de la physiothérapie? Ça ne veut pas dire que même s'il n'y a pas de physiothérapeute, euh, la personne n'a pas de clinique qui ne peut pas vous référer à de la physiothérapie. Il peut y avoir de la physiothérapie privée si vous avez une assurance ou si vous avez les moyens aussi, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez, si vous en parlez avec votre neurologue, mais peut-être qu'il peut vous référer à un centre de réadaptation ou avec le CLSC, ils ont quand même des services aussi. Donc, ou peut-être avec l'hôpital où vous êtes traité, ou ça dépend de votre région aussi. Mais c'est pour ça que c'est important de voir les services avec lesquels vous pouvez avoir être offerts. Comme par exemple, même si vous n'avez pas de travailleur social, mais peut-être qu'avec le CLSC, c'est ça, vous pouvez en avoir un aussi. Là. Moi, c'est ça. Donc, mais il y a certaines cliniques, je ne sais pas si nous, c'est à Montréal avec le CUSM, mais ouais. Oui, c'est vraiment aussi de regarder qu'est-ce qui se passe dans votre région. Puis encore une fois, je vous réfère aux instances régionales parce qu'il existe différentes cliniques de troubles du mouvement qui vont avoir un peu, comme l'équipe du docteur, excusez-moi, de M. Girard, qui vont être vraiment plus des équipes multidisciplinaires et qui vont vraiment être spécifiques. Parce que quand je parle au début, je parlais de l'approche patient-partenaire ou collaboration avec plusieurs gens de l'équipe. Même s'il y avait tous les petits bonhommes, ben, je disais travailleuse sociale, infirmière, ben, ça peut être remplacé des fois par CLSC. Des fois, c'est pas toute l'équipe à la même place, mais des fois, on a peut-être un physiothérapeute dans un centre de réadaptation, un groupe de support ici, le CLSC. Le but, c'est d'avoir de plus en plus d'acteurs dans notre cercle, en fait. Des fois, c'est un médecin de famille, un neurologue. Je vais y aller avec une dernière question qui est très spécifique, mais je ne sais pas si c'est un domaine que vous connaissez un peu plus. Il y a quelqu'un qui parle que souvent on diagnostique les gens de Parkinson, puis après on leur dit qu'ils ont la paralysie supranucléaire progressive. Il y a quelqu'un qui demande si vous connaissez des groupes de soutien qui pourraient être par rapport à ça. Je sais que c'est quelque chose qui est très spécifique, mais juste pour essayer de guider cette personne-là, si vous connaissez le... Oui, je connais la maladie. Alors, on en suit avec c'est dans les Parkinson atypiques, Parkinson plus, là. Je pourrais recommander. Ça dépend où la personne où est située. Il n'y a pas. À ma connaissance, c'est quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de groupes de soutien. Mais je pourrais peut-être recommander à la personne de m'écrire directement pour voir, ou de voir aussi, parce que j'aimerais avoir plus de détails. Donc, la personne qui a écrit la question, si vous voulez m'envoyer votre courriel, et puis je vais la faire parvenir à monsieur Girard. Et puis, ça va être la dernière question qui a été posée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer via ma messagerie. Donc, vous pouvez envoyer au courriel qui est inscrit dans le bas. Et sinon, je voulais vous remercier d'avoir été présent pour ce webinaire, un sujet qui était très intéressant, qui était très en demande. Donc, merci M. Girard. Et puis, ce que j'aimerais aussi vous indiquer, c'est que la présentation va être disponible dans une semaine sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez la réécouter de manière... si vous aviez des petits moments où vous avez peut-être moins bien compris, vous voulez la réécouter en rediffusion, elle va être disponible. Et si vous êtes responsable d'un groupe de soutien et que vous aimeriez la présenter à votre groupe, vous pouvez m'écrire et je vais vous faire parvenir le lien pour pouvoir y accéder par une connexion qui est pas par Internet. Donc, vous allez pouvoir la présenter un peu partout dans vos groupes. Ou même si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Et puis, je vous invite au prochain webinaire qui va être le 8 novembre prochain à 13h et qui va parler de la sexualité. Donc, un sujet aussi qui est grandement en demande. Et puis, je vous ai mis le lien à gauche en dessous de l'image de M. Girard. Donc, vous pouvez aller vous inscrire directement. Donc, je vous remercie encore de votre participation.
Merci encore, M. Girard, Merci. et au plaisir de vous revoir au prochain webinaire.